Je tenais vraiment à commencer mon propos en vous remerciant d'abord chaleureusement pour votre présence. Merci d'être nombreux pour ces 2 journées, nombreux ici, nombreux encore à nous rejoindre. Nous sommes 200 camarades à nous être inscrits pour les journées de DLS. Et je vous remercie d'avoir affronté les dysfonctionnements de la SNCF. Non, pas dysfonctionnement, pardon, j'ai oublié que nous avons des cheminots dans la salle. Pas dysfonctionnement. Parce que sinon, Pierre va quitter, qui m'a dit hier que je ne devais pas dire ça. Pierre Pantalella, je ne sais pas s'il est déjà dans la salle. Ah, tu es là. Voilà. Donc, bien que la SNCF ait fait le choix ce week-end précisément de rénover l'ensemble de ses voies sur toute la France, voilà, on va dire comme ça, je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Et comme je le dis avec humour, nous savons désormais quand nous organisons des journées qu'il se passe quelque chose, parfois difficile, puisque la première édition en 2023, vous savez, s'est tenue au moment des émeutes, ce que la France n'avait pas connu depuis très longtemps. Et ça avait d'ailleurs entraîné une réorientation de nos réflexions. Nous étions dans le week-end des émeutes en France de fin juin. Cette année, nous avions prévu de les faire fin juin, ces rencontres. Et c'était le week-end des élections législatives qui n'étaient pas prévues, le 30 juin. Et ce week-end, nous tenons bon, donc nous les organisons. D'ailleurs, si nous les avions faites, ces rencontres d'été, comme elles étaient prévues fin juin, nous avions une table ronde qui s'intitulait, nous l'avions prévue, « Est-ce que nous avions eu raison à Villeurbanne et à Marseille ?» Puisque ça aurait été juste après les élections européennes, au cours desquelles Glucksmann a fait le score que nous savons. Et nous pensions à ces rencontres dire oui, nous avions, évidemment la réponse devait être oui, nous avions raison avant tout le monde. Malgré tout, cette 2e édition des rencontres vont être un instant de réflexion essentiel pour notre courant et pour la gauche. Et j'ai souhaité avec vous tous, c'est une demande collective, que nous puissions prendre ce temps de hauteur dans nos vies denses de militants, d'élus, d'engagements syndicaux et associatifs, afin d'aborder les choix que nous aurons à porter, les échéances à venir au sein de notre parti, puisqu'un congrès est annoncé, les élections municipales, puis l'élection présidentielle, parce qu'on sait que ces échéances seront cruciales pour l'avenir des Français de la gauche. Je remercie Sandrine Floureuse et Rachid Temal qui ont préparé les éditions de cette année. Merci vraiment pour les saluer pour leur précieuse implication. Ils ont été accompagnés de Jean Malo, précieux pour les ressources. Voilà, oui. Évidemment, il faudra les remercier pour tout ce qui fonctionne et pour tout ce qui fonctionne moins bien, il faudra aller dire aussi les demandes d'amélioration. Donc aujourd'hui, nous avons réuni des militants, des élus locaux et nationaux, issus de l'ensemble d'ailleurs des motions de notre parti, des chercheurs et des experts. Je remercie Patrick Veil, Rachid Benzine, Dylan Buffington d'avoir accepté de nourrir notre réflexion. C'est le rôle des militants politiques de transformer la réflexion des chercheurs en action politique, en capacité de transformer les choses, et je ne doute pas qu'ils nous aideront. Nous avons des camarades d'autres textes d'orientation, Nicolas Meyer-Rossignol qui sera là dans l'après-midi, mais il y a aussi les camarades du TO3 du Rhône, Margot Vidal qui les représente. Jérôme Guedj, Philippe Brun, Karim Bouamran seront aussi des nôtres. Ils arrivent tout à l'heure. David Kimmelfeld, qui fut au Parti Socialiste et qui est dans le mouvement des progressistes. Vous savez, celui qui porte François Rebsamen sera avec nous. Bernard Cazeneuve aurait dû être aussi, mais il n'a pas pu au dernier moment. Nous savons qu'il partage nos combats et je sais que plusieurs d'entre vous sont membres de la Convention. Certaines places publiques sont aussi présents. Enfin, j'avais invité Olivier Faure qui s'est excusé de ne pouvoir venir. Il était là l'an dernier. Pas de commentaire. Nous allons pouvoir... Non, mais c'est vraiment... Je vous assure, il m'a appelé, c'est vraiment excusé. Donc, il n'y avait pas de message, m'a-t-il dit, à comprendre. Donc, nous allons pouvoir ensemble construire des pistes d'action sur les questions d'identité, d'utopie, de stratégie de conquête du pouvoir, à un moment où partout les partis socialistes et sociodémocrates sont confrontés à une montée en puissance des forces populistes.
Les rencontres de DLS seront aussi des temps de camaraderie, de fraternité. Alors je compte sur vos présences ce soir pour profiter de la convivialité chère aux militants de DLS. Demain, nous échangerons sur les enjeux auxquels sont confrontés notre courant. Savoir comment nous continuons, si nous continuons. Première question, comment nous continuons? Si nous répondons oui à la première question, avec qui nous poursuivons? Quelles conditions et que dirons-nous, évidemment? C'est un courant qui, depuis près de 4 ans, a résisté au vent contraire. C'est le moment où on se dit qu'on n'est quand même pas trop mauvais. Par clairvoyance, un courant dont l'objectif reste toujours de tracer un chemin, une vision, afin que le Parti socialiste, la gauche et les écologistes reviennent aux responsabilités. C'est pour ces raisons aussi que François Hollande nous fera l'honneur de conclure nos rencontres demain. Je le disais, ces rencontres et cette réflexion sont essentielles à un moment où, face à des dynamiques inquiétantes, les socialistes et les sociodémocrates se trouvent à un carrefour. Lorsqu'ils sont au pouvoir, en Allemagne et en Espagne, ils doivent jongler avec des coalitions fragiles minées par des divisions internes. En Italie, en France, nous voyons bien nos difficultés. En Allemagne, le SPD adopte des approches plus restrictives en matière d'accueil des migrants, renversant ainsi une politique migratoire qui, quelques années plus tôt, avait accueilli largement des réfugiés en Allemagne. C'est la gauche au pouvoir, c'est le rapport à l'immigration qui devient interrogé. C'est la Grande-Bretagne, un pays dans lequel les émeutes d'il y a quelques mois ont démontré à quel point les fractures sociales se densifient, et un Premier ministre qui se penche avec intérêt sur la politique migratoire menée par Giorgia Meloni. Au-delà des frontières de l'Europe, aux États-Unis, l'élection de Donald Trump incarne une réponse à la crise identitaire globale, celle aussi de déclinisme qui alimente les tensions sociales et culturelles. Et donc j'ai souhaité, c'est pas bien long, mais reprendre cette phrase de Léon Blum qu'il prononçait, vous savez comme j'aime citer Léon Blum au congrès de Tours de 1920, parce que je trouve souvent qu'il y a des similitudes. Il disait à ce congrès: nous sommes convaincus qu'en ce moment, il y a une question plus pressante que de savoir si le socialisme sera uni ou ne sera pas. C'est la question de savoir si le socialisme sera ou s'il ne sera pas. Et il me semble qu'en cet automne 2024, nous sommes taraudés par la même question existentielle. Quel est l'avenir du socialisme et du socialisme français en particulier? La radicalité, la demande de radicalité qui s'impose comme moteur de vote à gauche est-elle une réponse? Je suis pour ma part convaincue que le socialisme doit incarner une utopie, celle d'une vie meilleure, matériellement bien sûr, mais aussi en redonnant du sens à notre vie individuellement et collectivement. En corollaire se pose le sujet de la relation du socialisme au pouvoir, ouvrant un débat toujours d'actualité entre le réformisme qui passe par le compromis et la pureté révolutionnaire. Il me semble que notre socialisme est épuisé, à l'image de nos sociétés européennes, dont la demande de plus de confort a paradoxalement engendré un désenchantement collectif. Les combats nous semblent achevés, nous n'avons pas redéfini ceux du XXIe siècle. Faute d'utopie, notre histoire nous revient en pleine face. La nostalgie étreint les Français qui se retournent sur leur histoire familiale et leur arbre généalogique. Et les enquêtes d'opinion régulièrement nous classent comme l'un des peuples les plus pessimistes d'Europe. Enfin, à l'heure où l'Europe est prise en étau entre le bloc impérialiste de la Chine et de la Russie, qui instrumentalise notamment l'histoire coloniale des peuples, et le bloc formé par les États-Unis avec le retour de Donald Trump, à l'heure où le conflit du Proche-Orient aggrave les fracturations sur notre continent, les identités nationales s'exasperbent, alimentent la montée des nationalismes, dont les discours mortifères exploitent la peur de l'effacement et le rejet de l'autre. Les citoyens du monde sont traversés par cette crise identitaire, par la quête de sens, parce qu'il y a des bouleversements profonds qui redéfinissent les structures mêmes de la vie humaine, et c'est ce qui traversera, je pense, nos débats. La révolution technologique, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, transforme la manière dont nous travaillons et interagissons. Nous parlons même d'hommes augmentés désormais. Nous doutons depuis le Covid de la notion de progrès scientifique. La mondialisation génère de nouvelles formes de précarité tout en la renforçant, et le travail, autrefois source de fierté, devient de plus en plus flexible, perd sa stabilité. Et peut-être pour l'une des premières fois de notre histoire humaine, nous pensons notre planète finie et l'éco-anxiété progresse. Enfin, dans notre France contemporaine, elle n'est plus convaincue de l'universel, doute de notre capacité à faire société. Nous sommes frappés par les attentats de façon régulière commis, y compris par des Français, y compris au cœur de nos écoles depuis 10 ans maintenant. Les mouvements des Gilets jaunes, les émeutes de juin 2023 qui ont dépassé les seules banlieues ont montré une colère latente dans le pays, mettant en exergue l'injustice territoriale, la concentration des richesses dans les métropoles, l'enclavement des quartiers, le délaissement du périurbain. Il y a deux manières de se perdre.
par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel, disait Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez en 1956. Vous voyez, ça remonte. Et il rajoutait « Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, de tous les particuliers, coexistence et approfondissement de tous les particuliers. » Et c'est pour ça que j'ai souhaité que nous ayons aussi une table ronde autour de cette réflexion. Parce que toujours aux côtés de la transformation sociale, économique, des questions d'immigration, de sécurité, les socialistes ont porté une réflexion majeure sur les valeurs et sur ce qui unit un pays. Et donc nous devons répondre aux nouvelles questions de notre temps. Nous nous sommes construits sur des conquêtes sociales, mais nous avons aussi porté les combats qui définissaient le rapport à l'autre, la loi sur la laïcité de 1905, le combat contre l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus, les combats de la décolonisation. Ainsi, aux côtés de notre engagement premier qui consiste à transformer les conditions de vie, il nous faut prouver un universalisme renouvelé qui permette de réparer les dysfonctionnements de la République. Et j'ai souhaité qu'on puisse aussi s'interroger autour des questions d'une France métissée qui est aussi notre identité. Parce qu'il nous faut désormais proposer un nouveau chemin qui sort de la nostalgie que nourrit l'extrême droite de la puissance passée de la France et d'une France qui est fantasmée, monocolore, blanche et chrétienne, puisque désormais la France, c'est la France monde avec ses outre-mer, et pour lesquelles elle doit continuer à inventer d'ailleurs des relations d'émancipation. C'est ce que fit Michel Rocard en son temps. Nous devons sortir d'une autre essentialisation, celle du relativisme qui est à l'œuvre dans nos quartiers populaires, qui explique aux enfants de notre République que non seulement celle-ci ne les aime pas, mais qu'ils doivent se distinguer par des revendications d'habillement ou d'alimentation, de façon affirmée dans l'espace public, oubliant par là même que la vraie victoire est la place de tous partout et dans toutes les strates du pays. Voilà, c'est ces batailles-là que je vous propose que nous menions, là où les populistes jouent les eux et les nous entre les habitants du monde rural et des quartiers populaires. Il nous faut nous réinterroger sur ces questions qui traversent notre société moderne, l'altérité, sur la raison des colères dans notre société, sur la possibilité de partager une utopie. Et pour cela, il nous faut connaître évidemment notre histoire, ses résonances, affirmer un destin commun et parler de la vision des socialistes. Moi, je suis maire d'une ville populaire, vous le savez, de Vaux-en-Velin. Je sais combien la promesse républicaine, même affaiblie, fonctionne encore. Je sais que le principe de laïcité, si malmené, si instrumentalisé, reste un ciment que nous devons affirmer. Encore faut-il que la laïcité soit pleinement opératoire. La social-démocratie porte en elle la capacité de relever ces défis. Et donc, il nous faudra mener les nouvelles batailles de la gauche, intégrant les enjeux identitaires, écologiques, technologiques, d'éducation, de sécurité, d'immigration, avec une valeur cardinale, la démocratie. Et l'objectif de réduction des inégalités ne pourrait être atteint qu'à travers un processus démocratique puissant. Il reste encore un chemin à parcourir afin que nous ayons un socialisme affranchi de la radicalité qui puisse être de nouveau une gauche qui gouverne et qui gère. Comme vous tous, mes camarades, je revendique d'être l'héritière de la vieille maison, celle de Léon Blum toujours, au service des femmes et des hommes. C'est ce que nous écrivions dans notre contribution, notre texte d'orientation à Marseille, que nous étions au service des femmes et des hommes qui n'ont que la force de nos combats, depuis 2 siècles pour que leur vie change. Nous sommes l'héritier de celles et ceux qui, en 1789, à rebours de toutes les idées préconçues de l'époque, ont déclaré que les hommes étaient libres et égaux en droit. Et donc, je le redis avec beaucoup de force, nous sommes un pays fort de notre histoire et de nos histoires personnelles, et nous pouvons de nouveau montrer le chemin. Et donc, nous ne devons pas renoncer à avoir l'ambition de faire de notre peuple français un peuple qui construit un destin commun. Et c'est l'utopie, une partie de l'utopie du XXIe siècle. Alors, à l'issue de nos rencontres, j'espère que nous arriverons à tracer la ligne des textes pour le prochain congrès, mais pas que pour le congrès. Évidemment, pour le Parti socialiste, pour la gauche, un texte qui prépare la refondation que nous appelons de nos voeux. Nous préciserons notre stratégie, nous ferons un peu tactique quand même, parce que sinon nous ne serions pas des socialistes militants. Et moi, je crois vraiment, et c'est pour ça que ces réunions, je voulais leur donner à la fois de la joie et de la gravité, parce que le moment est grave, mais de la joie parce que nous sommes tous ensemble en train de réfléchir et que cela n'est pas donné si souvent à tant de monde. Pour partie, et je le dis avec beaucoup de sérieux, l'avenir de notre pays se joue aussi pendant ces 2 jours parce que depuis 4 ans, nous sommes celles et ceux qui prenons la parole librement pour dire que lorsque nous sommes dans l'erreur, lorsque nous pensons que la gauche peut se fourvoyer, alors nous allons débattre, travailler, réfléchir et au bout du bout, chers camarades, nous allons changer le monde. Merci pour vous.